Plus de 80 ans se sont écoulés depuis la chute du Troisième Reich. Mais les restes de ces dirigeants continuent de susciter des tensions. Certains ont été exécutés après les procès de Nuremberg. D'autres, comme Rudolf Hess, ont passé des décennies en prison avant de se donner la mort. Tous ont laissé derrière eux un corps et une question gênante. Que faire de lui? Ce documentaire examine le destin final de ces hommes, non pas à travers le prisme du mythe, mais à partir des faits. Nous retraçons où ils ont été enterrés, comment leurs tombes ont été protégées ou détruites, et quelle est aujourd'hui la signification de ces lieux. Le cas de Rudolf Hess est l'un des plus emblématiques. Sa tombe à Wunsiedel a été un lieu de rassemblement pour des groupes néo-nazis pendant plus de 20 ans, jusqu'à sa démolition. Ses restes ont été secrètement incinérés puis dispersés en mer. Le général Alfred Jodl, exécuté et incinéré, est réapparu symboliquement dans un cénotaphe familial. Et dans le cas de Heinrich Müller, chef de la Gestapo, des rapports indiquent qu'il aurait été enterré dans un cimetière juif. Ce parcours ne cherche pas à exposer le morbide, mais à révéler comment même une tombe peut devenir un champ de bataille historique, car la mémoire ne s'éteint pas avec la mort, et, dans certains cas, pas non plus avec l'oubli. Voici le début d'un voyage à travers les traces physiques d'un régime qui a marqué le monde, une traversée entre pierres tombales, cendres et lieux toujours dérangeants, en commençant par l'un de ses noms les plus anciens et loyaux. Il a rejoint le Parti national-socialiste en 1920 et fut l'un de ses premiers membres. Il participa à la tentative de coup d'État de 1923 et après avoir purgé une peine avec Hitler, il s'intégra au noyau le plus proche du parti. En 1933, il fut nommé lieutenant du Führer, poste à partir duquel il canalisait l'activité législative du parti et agissait comme intermédiaire entre Hitler et l'appareil d'État. Il avait autorité sur des domaines tels que la santé, l'éducation et la justice et pouvait intervenir dans les décisions judiciaires, allant jusqu'à ordonner des déportations vers les camps de concentration sans procédure légale. En tant qu'Obergruppenführer des SS, il occupait une position élevée dans la hiérarchie sécuritaire. Son bureau a participé à la rédaction des lois de Nuremberg qui ont institutionnalisé la ségrégation raciale. Bien qu'il fût une figure clé du régime, il n'a jamais recherché la notoriété personnelle. Son rôle fut celui d'un exécutant loyal et silencieux de la volonté d'Hitler. Tout allait pour le mieux pour Rudolf, mais en 1941, tout changea. Le 10 mai 1941, Rudolf Hess décolle seul d'Augsbourg à bord d'un bimoteur. Son objectif, l'Écosse, où il espère rencontrer le duc de Hamilton pour négocier une paix séparée entre le Royaume-Uni et le Troisième Reich. Pour éviter les radars britanniques, il vole à basse altitude au-dessus de la mer du Nord, effectue des détours et des manœuvres d'évitement. À court de carburant, il saute en parachute près de Glasgow et est capturé la nuit même par un agriculteur local. Lors des premiers interrogatoires, il se présente comme le capitaine Horn, mais révèle rapidement sa véritable identité. Il affirme que son voyage a des objectifs humanitaires, prétendant qu'Hitler souhaite mettre fin à la guerre contre l'Angleterre. Informé immédiatement, Churchill ordonne qu'il soit détenu comme prisonnier de guerre. En Allemagne, Hitler réagit avec fureur, le destitue de tous ses postes, le déclare traître et, pour éviter des tensions avec ses alliés, ordonne à la presse de le présenter comme un homme perturbé, ayant agi de son propre chef. Après la guerre, Hess est jugé à Nuremberg pour conspiration et crimes contre la paix. Condamné à la réclusion à perpétuité, il est envoyé à la prison de Spandau, à Berlin-Ouest, où il passe plus de 40 ans, la plupart du temps en tant que seul prisonnier, sous une surveillance internationale stricte. Durant son incarcération, il manifeste des comportements erratiques, des affirmations paranoïaques et des épisodes d'amnésie. Ce n'est qu'en 1969 qu'il autorise pour la première fois des visites de sa famille. Avec le temps, Hess vieillit dans la solitude, complètement isolé du monde extérieur. La prison de Spandau cesse de ressembler à une prison et devient sa seule réalité. Entre des murs fissurés et des couloirs silencieux, le dernier prisonnier du Troisième Reich se flétrit lentement. Cet homme, autrefois symbole de la loyauté fanatique envers le Führer, sombre dans l'oubli, tandis que la mort semble se faire attendre avec une pitié qu'il n'a jamais eue pour ses victimes.
En 1981, à 86 ans, un ascenseur est installé pour faciliter ses déplacements. L'année suivante, il reçoit des soins médicaux permanents. Plus tard, une cabane est construite dans le jardin, d'abord comme refuge contre la chaleur, puis transformée en salle de lecture. Il y passe la majeure partie de la journée, isolé, entouré de livres et de souvenirs déformés. En 1987, après 41 ans à Spandau, la majorité en complète solitude, surveillée par des forces alliées rotatives, États-Unis, Royaume-Uni, France, Union soviétique et Canada, tout cet appareil international garde un seul homme. Le 17 août de cette année-là, Rudolf Hess, âgé de 93 ans, se donne la mort. Il utilise le câble d'une lampe pour se pendre dans la cabane du jardin. Dans l'une de ses poches, il laisse une note à sa famille, remerciant pour le soutien durant son incarcération. Les puissances alliées confirment le suicide, bien que des doutes et des théories d'assassinat persistent. L'ambiguïté entoure ces derniers jours, une ironie finale pour celui qui avait fait du silence et de l'obéissance aveugle son mode de vie. Après sa mort à Spandau, ce qui suivit ne fut pas l'oubli, mais quelque chose de bien différent. Pendant des décennies, chaque 17 août, la petite ville bavaroise de Wunsiedel devenait le théâtre de rassemblements néo-nazis venus de différentes parties de l'Europe. Le motif était unique, rendre hommage à Rudolf Hess le jour de sa mort. Bien que ces marches aient été interdites par le Parlement allemand depuis 2005, les mesures n'ont pas réussi à freiner les actes symboliques, ni les provocations, ni la pression sociale constante sur la communauté locale. Année après année, des manifestations d'extrême droite et des contre-marches de protestation occupaient l'espace public, accompagnés d'un dispositif policier de plus en plus important. En 2004, on a enregistré le pic de participation avec 5000 personnes entre partisans et opposants. La tombe de Hess, située dans le cimetière protestant de Wunsiedel, avait été aménagée conformément à sa dernière volonté, aux côtés des restes de ses parents. Sur la stèle, une inscription brève et lourde de sens pour ses adeptes, « J'ai osé ». Avec le temps, cet endroit cessa d'être une simple sépulture et devint un lieu de pèlerinage idéologique. La détérioration de l'atmosphère dans le village et l'impossibilité de contenir l'instrumentalisation politique du site ont poussé les autorités locales à agir. L'Église luthérienne, propriétaire du terrain, refusa à la famille le renouvellement du contrat de sépulture qui expirait en 2011. Bien qu'il y ait eu initialement une résistance de la part des descendants, un accord fut finalement trouvé. L'opération eut lieu à l'aube. Selon le chef du cimetière, les restes étaient déjà décomposés, dispersés dans la terre. Ils furent récupérés, placés dans un nouveau cercueil, puis transférés discrètement pour être incinérés. Les cendres furent jetées à la mer, dans un lieu tenu secret, afin d'éviter toute tentative future de glorification. Par ailleurs, la stèle fut totalement détruite. Il s'agissait là d'une mesure définitive pour empêcher de nouveaux actes de culte autour de sa figure. Depuis la paroisse, l'argument était clair, mettre fin au pèlerinage et couper le lien symbolique entre l'extrême droite et cet endroit. La communauté vivait depuis près de 2 décennies sous une pression constante, avec des étés marqués par la crainte de troubles et une tension politique permanente. L'ancien conseiller municipal Peter Sesser déclara même qu'il n'avait pas pu prendre de vacances en août pendant 18 ans à cause des rassemblements annuels. Pour certains groupes extrémistes, Hess reste un martyr. Des théories persistent, affirmant qu'il ne s'est pas suicidé, mais qu'il aurait été assassiné par des militaires britanniques. D'autres le relient à l'occultisme, et ses partisans ont organisé des actes en sa mémoire, même depuis des endroits aussi éloignés que l'Oregon ou la Californie. Malgré tout, il ne reste plus aucune trace physique à Wunsiedel, de ce qui fut pendant des années son centre de culte. Après des années de culte vouées à des figures comme Rudolf Hess, le parcours se poursuit avec Heinrich Himmler, le visage le plus emblématique de l'appareil répressif nazi. En 1929, il prit la tête des SS, qui cessèrent alors d'être une organisation secondaire pour devenir l'un des piliers fondamentaux du régime. Avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, Himmler consolida son influence, d'abord comme chef de la police de Munich, puis comme chef de l'ensemble des forces de police du Reich.
À partir de 1936, il contrôla à la fois la Gestapo, les polices criminelles et les forces de police en uniforme. Il mit également en place et dirigea le système des camps de concentration, avec Dachau comme modèle initial. Grâce au SS Totenkopfverband, il créa une structure autonome pour gérer ses centres. Pendant la guerre, il forma l'Office central de sécurité du Reich et organisa les Einsatzgruppen, responsables d'exécutions massives en Europe de l'Est. Il supervisa l'agrandissement d'Auschwitz et la mise en place des chambres à gaz. Sous sa direction furent mises en œuvre des politiques d'extermination, de déportation, de germanisation forcée et d'enlèvement d'enfants. Himmler n'agissait pas seulement comme exécutant de la Shoah, mais aussi comme l'architecte d'un système idéologique fondé sur le contrôle total et l'exclusion raciale. Après la chute du régime qu'il avait lui-même contribué à édifier, Heinrich Himmler tenta d'échapper à sa capture. Début mai 1945, il se rendit à Flensburg accompagné d'un petit groupe de collaborateurs dans l'intention d'obtenir un poste au sein du gouvernement provisoire dirigé par Karl Dönitz. Sa proposition fut immédiatement rejetée, le laissant complètement à l'écart, sans soutien politique, sans protection institutionnelle et sous la pression croissante d'une traque alliée. Face à cette situation, il choisit de disparaître. Il se rasa la célèbre moustache, se rasa entièrement le crâne, cacha un œil sous un cache et adopta une fausse identité en tant que membre de la Feldpolizei, une unité qui n'existait déjà plus. Le 21 mai, alors qu'il se déplaçait dans le nord de l'Allemagne, il fut intercepté à un poste de contrôle improvisé par d'anciens prisonniers soviétiques, près de Bremerwörde. Bien que ses faux papiers ne suscitèrent pas de soupçons immédiats, sa présence attira l'attention. Il fut arrêté et transféré dans différents centres de détention, jusqu'à être conduit 2 jours plus tard au centre d'interrogatoire britannique de Lunebourg. Là, lors d'une fouille, Himmler s'identifia de son plein gré et demanda à parler aux généraux Eisenhower ou Montgomery, ce qui déclencha aussitôt les protocoles de sécurité. Craignant un éventuel suicide, les Britanniques ordonnèrent un examen médical complet. Au cours de l'auscultation, le docteur Wells remarqua quelque chose d'étrange entre ses molaires. En tentant de retirer l'objet, Himmler réagit violemment, mordit la main du médecin et brisa une capsule de cyanure qu'il avait dissimulée dans sa bouche. Le craquement du verre se brisant resta gravé dans les témoignages de ceux qui assistèrent à la scène. Le résultat fut immédiat. Il s'effondra au sol en quelques secondes. Ils tentèrent de le ranimer par un lavage gastrique, mais il mourut en quelques minutes. Nach seinem Tod im Verhörzentrum von Lüneburg wurde Himmlers Leichnam gründlich untersucht. Die Briten ließen keinen Zweifel offen. Fotografien, Tonaufnahmen und eine Totenmaske aus Gips dokumentierten sein Ableben. Alle Anwesenden in der Kaserne mussten am Leichnam des ehemaligen SS-Chefs vorbeimarschieren. Einer von ihnen, der Geheimdienstoffizier Guy Adderley, fotografierte den Toten sogar mit seiner eigenen Kamera. Jahrzehnte später, im Jahr 2011, versuchte seine Nachkommenschaft, das Bild zu versteigern, doch das Auktionshaus sagte die Versteigerung ab, aus Angst, es könne zu einem Nazi-Kultobjekt werden. Am 25. Mai wurde eine vollständige Autopsie durchgeführt. Die Identität wurde durch Zahnvergleiche bestätigt, Teile des Skeletts wurden entnommen und das Gehirn zur Analyse eingeschickt. Der Bericht beschrieb einen erwachsenen Mann in guter körperlicher Verfassung, mit frisch rasierter Kopfhaut, auffälliger Brille und einer leichten Nasenabweichung. Keine ungewöhnlichen Gesichtsmerkmale. Die Ärzte bestätigten zweifelsfrei, dass es sich um den ehemaligen Reichsführer SS handelte. Um die Entstehung eines Wallfahrtsortes zu verhindern, ordneten die Briten eine anonyme Bestattung an. 2 Sergeants, Bill Ottery und Ray Weston, transportierten den in Decken gewickelten Leichnam in einen nahegelegenen Wald in der Lüneburger Heide. Dort, unter einem großen Baum und in Anwesenheit eines Militärgeistlichen, der das letzte Gebet sprach, legten sie den Körper in ein namenloses Grab. Sie bedeckten die Ruhestätte, beseitigten alle Spuren und überließen der Natur den Rest. Vor ihrem Tod verrieten die beiden Sergeants dem Historiker Winston G. Ramsey, Herausgeber von After the Battle, den Ort des Grabes. Ramsey schwor, diesen nie preiszugeben. Es wird spekuliert, dass der Körper später exhumiert wurde,
auszuschließen, dass es sich um einen Doppelgänger handelte, angesichts anhaltender Theorien über Fluchten und Vertuschung. Forensische Analysen schlossen diese Möglichkeit aus. Die offiziellen britischen Akten, die die Grabstelle verzeichnen, bleiben unter Verschluss. Unterdessen hält sich die Vorstellung, dass der ehemalige SS-Chef irgendwo in einem vergessenen Wald ohne Grabstein und ohne Namen begraben liegt. Parallel dazu wurde sein persönliches Vermögen unter einer Scheune in Österreich entdeckt. Laut Berichten von General Berger, einem engen Mitarbeiter Himmlers, hatte dieser ihn beauftragt, Dokumente zu verbrennen und Geld in Form von Münzen aus 26 Ländern zu verstecken. Das Versteck, getarnt als Unterkunft für Zwangsarbeiter, enthielt rund 2 Millionen Pfund Sterling. Graf Bernadotte, ein schwedischer Vermittler, der in den letzten Kriegstagen mit Himmler zu verhandeln versuchte, beschrieb ihn als einen freundlichen Beamten, unfähig, die Monstrosität seiner Taten zu begreifen. Ironischerweise wurde er im Vergessen beerdigt, als hätte selbst die Erde seine Spur verweigert. Après Himmler, la figure qui prend le devant de la scène est celle d'Alfred Jodl, acteur clé du commandement militaire nazi. Il entame son ascension dans les années 30 comme instructeur et stratège au sein du Truppenamt, et en 1935, il prend la tête de la section de défense territoriale. Avec la réorganisation de l'armée en 1938, il conserve son poste au sein du nouveau haut commandement de la Wehrmacht, sous la supervision directe de Wilhelm Keitel. À partir de là, il joue un rôle décisif dans la planification de campagnes telles que l'invasion de la Norvège et du Danemark, et dans la rédaction de la directive numéro 21, qui servira de base à l'offensive contre l'Union soviétique. Parallèlement, il approuve des mesures contraires au droit international, comme l'ordre d'exécuter les commissaires politiques soviétiques. Il soutient également les déportations et les actions répressives, en particulier dans les territoires occupés de l'Est. Son engagement envers la stratégie militaire du régime se maintient jusqu'aux derniers jours, alors que, malgré l'effondrement militaire, il continue de transmettre les ordres directs de Hitler. Finalement, il rejoint le gouvernement de Flensburg, où il participe aux négociations de capitulation. Avec la chute du gouvernement de Flensburg, Alfred Jodl est arrêté le 23 mai 1945 par des troupes britanniques, en même temps que d'autres hauts commandants du régime. Quelques jours auparavant, il avait symboliquement reçu les feuilles de chêne pour sa croix de chevalier, un geste qui contrastait avec la dissolution imminente de la structure militaire nazie. Après son arrestation, il est classé comme prisonnier de guerre et transféré pour être interrogé par les forces alliées. Son cas est inclus dans le procès principal du tribunal militaire international de Nuremberg. Il est accusé de 4 chefs d'inculpation: conspiration, agression, crime de guerre et crime contre l'humanité. Jodl plaide non coupable et déclare devant les juges avoir la conscience tranquille, devant Dieu, l'histoire et son peuple. Durant le procès, ses avocats Franz Exner et Hermann Jareis tentent de le présenter comme un militaire professionnel sans influence politique, mais les documents et témoignages montrent sa participation active à des ordres violant les conventions de guerre. Le tribunal le reconnaît coupable de multiples crimes, dont des déportations, des représailles contre des civils et des exécutions extrajudiciaires. Le verdict, prononcé le 1er octobre 1946, est sans appel, peine de mort. Son épouse, Louise von Benda, écrit des lettres à Winston Churchill et à Dwight Eisenhower pour demander la clémence. Malgré ses efforts, Jodl exprime sa volonté de ne pas faire appel et demande à mourir comme un soldat par fusillade. Le tribunal rejette cette demande. Le 16 octobre 1946, il est exécuté par pendaison. Cette même nuit, son corps fut incinéré avec ceux d'autres condamnés, dont Keitel, Ribbentrop et Streicher, au crématorium de l'Ostfriedhof de Munich. Pour éviter que leurs restes ne deviennent des lieux de pèlerinage, les cendres furent dispersées clandestinement dans l'Isar, depuis le pont Reichenbach, sans cérémonie ni pierre tombale. Pourtant, la disparition physique de ces restes n'empêcha pas sa mémoire de susciter la controverse. Sur l'île de Frauenchiemsee, en Bavière, la famille Jodl entretenait une tombe familiale où fut placé un cénotaphe commémoratif dédié à Alfred.
Bien que ce monument ne contint pas ses restes, il comportait son nom, son grade militaire ainsi que ses dates de naissance et de décès. Avec le temps, ce symbole finit par déranger les autorités locales qui décidèrent en 2018 de ne pas renouveler la concession funéraire. La famille refusa de retirer l'inscription, ce qui entraîna une procédure judiciaire. En mars 2019, le tribunal administratif de Munich donna raison aux descendants, autorisant l'usage du site pour 10 années supplémentaires, avec option pour 10 de plus. Il fut argumenté que la structure n'était pas un mémorial idéologique, mais une tombe familiale comme tant d'autres. Toutefois, afin de préserver la neutralité du cimetière, un accord fut trouvé pour recouvrir d'une dalle de pierre la partie contenant le nom de Jodl et son grade, éliminant ainsi toute référence explicite. Malgré ces modifications, des rumeurs persistent concernant le véritable sort des cendres. Certains anciens combattants et observateurs affirment que les restes de Jodl n'ont pas été jetés dans l'Isar, mais auraient été secrètement acquis et transférés sur l'île. Il reposerait, selon ce récit, auprès de son épouse Irma et de son frère Ferdinand Jodl, général des troupes de montagne. Ce récit n'a jamais été vérifié, mais il alimente l'ambiguïté persistante autour du destin du général condamné. Le cénotaphe est toujours visible aujourd'hui sur la Fraueninsel. On y lit aussi les noms de sa première épouse, décédée en 1944, de sa seconde épouse Louise von Benda, morte en 1998, et de son frère Ferdinand, décédé en 1956. Les autorités locales débattent depuis des années de la valeur symbolique de cette présence, entre mémoire familiale et responsabilité historique. Après avoir abordé le cas d'Alfred Jodl, il est temps d'examiner la figure de Karl Dönitz, l'un des principaux responsables de la stratégie navale du Troisième Reich et figure clé dans l'évolution de la guerre sous-marine. Son ascension au sein de la Kriegsmarine s'est consolidée en 1943, lorsqu'il a pris le commandement suprême avec le grade de gros admiral, succédant à Erich Raeder. Mais son influence remontait à bien plus tôt. Dès le milieu des années 1930, il avait fortement encouragé l'expansion de la flotte de sous-marins, convaincu que l'avenir de la guerre navale résidait dans les U-boots. Dönitz a conçu et mis en œuvre une doctrine offensive basée sur des attaques coordonnées contre les convois alliés dans l'Atlantique. Cette tactique, connue sous le nom de meute de loup, visait à paralyser les lignes d'approvisionnement britanniques par des embuscades nocturnes depuis la mer. Sous sa direction, des modèles comme le type 7 et plus tard, le type 21 ont été développés, incorporant des avancées techniques significatives, bien que leur déploiement opérationnel ait été limité par l'évolution du conflit. Son engagement pour une guerre sous-marine totale a conduit à des décisions violant les conventions internationales. Parmi celles-ci, on compte les attaques sans avertissement contre les navires marchands, menées en pleine connaissance de cause par le haut commandement. Ces actions répondaient à une logique de guerre sans restriction qui a défini la posture navale allemande pendant une grande partie du conflit. À mesure que la situation se détériorait, Dönitz a maintenu son contrôle sur les forces sous-marines et a élargi son influence au sein de l'appareil militaire, devenant l'une des figures les plus puissantes durant les dernières années du Reich. Depuis cette position, il a non seulement dirigé la guerre en mer, mais aussi élaboré une stratégie visant à prolonger la résistance allemande sur tous les fronts. Après son bref mandat en tant que chef de l'État à la suite de la mort d'Hitler, Karl Dönitz autorisa la reddition inconditionnelle des forces allemandes le 8 mai 1945. Depuis Flensbourg, il tenta de maintenir une structure gouvernementale, mais ses ordres prolongèrent inutilement la résistance militaire, y compris l'exécution de déserteurs dans les derniers jours du conflit. Le 23 mai, accompagné d'Alfred Jodl et de Hans-Georg von Friedeburg, il fut convoqué à bord du navire Patria par la commission de contrôle alliée. C'est là qu'il reçut la notification officielle de son arrestation. Dönitz, sans opposer de résistance, fut arrêté en tant que prisonnier de guerre. À Nuremberg, il fut jugé pour crime contre la paix et violation du droit maritime. L'accusation la plus grave portait sur un ordre donné après le naufrage du Laconia, lorsqu'il interdit de secourir les naufragés après des attaques sous-marines.
Bien que sa défense ait présenté une déclaration de l'amiral Nimitz indiquant des tactiques similaires de la part des Alliés, le tribunal le déclara coupable. Il fut condamné à 10 ans de prison. Il purgea intégralement sa peine à Spandau et fut libéré le 1er octobre 1956. Il se retira à Aumühl, près de Hambourg, où il écrivit 2 livres relatant son expérience. Il y mourut le 24 décembre 1980, à l'âge de 89 ans, d'un infarctus du myocarde. Après son décès la veille de Noël 1980, le corps de Karl Dönitz fut enterré le 6 janvier de l'année suivante au cimetière Waldfriedhof d'Aumühl, une zone boisée au sud-est de Hambourg, où il avait passé ses dernières années après sa sortie de prison. Bien que le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest lui ait refusé tout hommage militaire officiel, les funérailles rassemblèrent près de 4000 personnes, parmi lesquelles d'anciens hauts gradés, des vétérans décorés et des sympathisants qui reconnaissaient son rôle dans la marine et durant les derniers jours du Troisième Reich. Le cercueil, recouvert d'un drapeau, fut porté par 10 porteurs décorés de la Croix de Fer. La cérémonie religieuse eut lieu dans une église en briques rouges de la localité, en présence de membres de 26 associations militaires et civiles qui, portant des étendards, conduisirent le cortège funèbre jusqu'au lieu de l'inhumation. Plus de 100 couronnes de fleurs, envoyées par des organisations de vétérans, des réfugiés allemands et d'anciens dirigeants militaires, furent disposées autour de l'église. Parmi elles, on remarquait une couronne envoyée depuis la prison de Spandau par Rudolf Hess. Malgré l'interdiction officielle, 2 soldats allemands en service assistèrent aux funérailles en uniforme. Parmi les participants figurait également le révérend John Cameron, aumônier principal de la Royal Navy britannique, vêtu de son uniforme de cérémonie. Pendant l'enterrement, un groupe de jeunes entonna l'ancien hymne « Deutschland über alles », un geste repris par une grande partie de l'Assemblée, faisant résonner le chant dans tout le cimetière. L'inhumation de Dönitz fit l'objet d'une controverse publique. Si certains le voyaient comme un militaire contraint par les circonstances à assumer une fonction politique non désirée, d'autres pointaient sa loyauté indéfectible envers Hitler et son soutien à des décisions telles que l'exécution de déserteurs dans les derniers jours du conflit. Il ne manifesta aucun remords quant à son rôle dans le régime, ni ne reconnut l'existence des crimes perpétrés dans les camps de concentration. En 1956, il avait exigé et obtenu le droit de percevoir une pension correspondant à son dernier grade, soutenant que sa promotion au rang de grand amiral ne devait pas être annulée au motif qu'elle avait été accordée par Hitler. Dönitz reçut des hommages officieux de la part de dizaines d'anciens militaires, dont plus d'une centaine d'hommes décorés de la croix de chevalier. Sa tombe demeure à Aumühl, sans symboles officiels, mais elle est régulièrement visitée par des sympathisants, certains liés à des cercles révisionnistes qui le considèrent comme une figure distincte des crimes du régime. Alors que certains le considèrent comme une figure technique détachée de l'horreur, d'autres, comme Heinrich Gestapo Müller, incarnèrent directement l'appareil répressif. Il rejoignit la SS en 1934 et devint rapidement un rouage clé de la terreur nazie. Dès 1935, bien qu'il ne soit pas encore officiellement membre du parti, il exerçait de facto la direction de la Gestapo. Malgré son apparence rude et son visage inexpressif, Müller se distinguait par sa précision, sa discrétion et sa loyauté absolue envers le pouvoir. C'est Heydrich qui le fit monter en grade, colonel en 1937, général de brigade en 1939, puis chef de la police générale en 1941. À la tête du département 4 de l'Office central de sécurité du Reich, Müller devint l'un des exécuteurs les plus efficaces de la machine d'extermination. Il fut un collaborateur proche d'Adolf Eichmann dans la logistique des déportations et signa des ordres directs envoyant des dizaines de milliers de personnes à Auschwitz. En 1942, il réussit à infiltrer un réseau d'espionnage pro-soviétique, l'Orchestre Rouge, qu'il finit par manipuler avec de fausses informations. Il assista également à la conférence de Wannsee, où furent coordonnés les plans finaux d'extermination des Juifs européens. Après l'assassinat de Heydrich à Prague, Müller fut envoyé pour retrouver les responsables.
Par une combinaison de menaces, de tortures et de promesses, il parvint à capturer le commando tchécoslovaque. En 1943, il fut envoyé à Rome afin de faire pression sur le gouvernement italien, jugé trop laxiste dans les déportations. Bien que son influence ait diminué dans les dernières années de guerre, faute du soutien direct de Heydrich et en raison de tensions croissantes avec Himmler, il continua d'agir avec une efficacité brutale. Sa proximité avec Martin Bormann lui permit de conserver un pouvoir opérationnel. En juillet 1944, après l'attentat contre Hitler, Müller dirigea personnellement la vague d'arrestations qui suivit le putsch manqué. Les chiffres font état de plus de 5000 arrestations et environ 200 exécutions. Il ordonna également l'exécution d'officiers britanniques évadés à Zaghan. Même dans les derniers jours du conflit, Müller restait convaincu d'une possible victoire. En avril 1945, il était encore à Berlin. Il fut vu pour la dernière fois le 1er mai. À partir de là, sa trace se perd. La mort de Heinrich Müller, chef de la Gestapo, demeure entourée d'une énigme non résolue. Contrairement à d'autres dignitaires nazis, sa trace s'effaça avec l'effondrement du Troisième Reich. Pendant des décennies, son destin final fut l'objet de rumeurs, de théories contradictoires et de recherches internationales. Mais de récentes découvertes suggèrent que son corps aurait toujours été à Berlin. En 1945, dans une ville en ruine, le témoignage d'un civil nommé Walter Lüders indiqua qu'un cadavre portant des documents au nom de Heinrich Müller avait été enterré dans une fosse commune de l'ancien cimetière juif de la Grosse Hamburger Straße. Ce lieu avait été démantelé 2 ans auparavant sur ordre de la Gestapo elle-même. Le rapport précisait que le corps avait été transporté et enterré avec d'autres victimes au centre du cimetière. Des décennies plus tard, Johannes Tuchel, directeur du Centre mémorial de la résistance allemande, retrouva dans les archives civiles de Berlin une déclaration de décès au nom de Müller. Il affirme qu'il s'agit bien du même homme, enterré provisoirement dans ce cimetière, où reposaient également les restes du philosophe juif Moses Mendelssohn, dont les tombes avaient été profanées par ordre de la Gestapo. En 1958, le père de Müller déclara avoir reçu une notification officielle situant son fils dans le cimetière municipal de Lilienthalstraße, dans le quartier de Neukölln. Lorsqu'il visita le lieu, il trouva une plaque métallique portant le nom Heinrich Müller, placée dans la section 611. Selon les responsables du cimetière, les restes avaient été retrouvés près de la Prinz Albrecht Straße, ancienne adresse du siège de la Gestapo. Cependant, une exhumation en 1963 révéla une surprise. L'analyse médico-légale détermina que les ossements n'appartenèrent pas à une seule personne, mais à 3 individus différents. Le crâne, notamment, était celui d'un homme nettement plus jeune. Cette découverte relança les spéculations. Avait-il été enterré ailleurs ou avait-il réussi à fuir? Pendant des années, on supposa que Müller avait fui en Union soviétique ou même travaillé pour des agences de renseignement occidentales. Des rapports des services secrets allemands affirmèrent l'avoir repéré à Karlovy Vary, en Tchécoslovaquie, en 1949. Il circulait aussi des rumeurs sur une collaboration possible avec la CIA. L'absence de tombe confirmée alimenta ces hypothèses pendant des décennies. En revanche, les affirmations du professeur Tuchel penchent en faveur d'une mort dans le chaos du Berlin d'après-guerre. Ces recherches confortent le témoignage de Lüders, qui affirmait avoir vu les papiers du général SS avant de l'enterrer lui-même. En effet, les documents trouvés sur le cadavre auraient été remis au père de Müller à Munich. Après l'échec de l'exhumation à Neukölln, Der Spiegel publia un article affirmant que la découverte d'une fausse tombe avait symboliquement libéré un démon. À cette époque, les archives erronées et les homonymies fréquentes dans les pays germanophones rendaient toute enquête presque impossible. Si Tuchel a raison, le dernier refuge de Heinrich Müller fut une fosse anonyme dans le cimetière juif de Berlin que sa propre police avait profané. C'est là que se serait terminée l'histoire du bureaucrate de l'extermination, sous les ossements épars de ceux qui furent les victimes de son appareil répressif. La tombe ne porte ni pierre ni inscription, et même si l'emplacement a été identifié, l'accès y reste restreint.
L'espace où pourrait reposer l'un des plus grands criminels du XXe siècle demeure invisible, avalé par l'histoire et le temps. Au-delà des procès et des condamnations, la mort des dignitaires du Troisième Reich a ouvert un nouveau front, celui de leur tombe. Certaines ont été effacées de la carte, d'autres restent dissimulées, et quelques-unes suscitent encore le débat. Chaque décision sur ce qu'il convenait de faire de leurs restes visait à empêcher toute forme de culte. Dans bien des cas, il s'agissait d'empêcher que la mort ne devienne un point de réactivation idéologique. Effacer la tombe, c'était effacer le symbole. Aujourd'hui, ces corps n'ont plus de lieu visible, mais ils continuent à susciter des tensions. Car même sans pierre tombale, certains noms pèsent encore. Ce parcours l'a montré, la mémoire se dispute aussi sous terre.